Alors, Laurent, Jérôme le disait, vous êtes donc directeur des parcours digitaux et CEO de la Fabrique by CA. Avant de rentrer peut-être dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez commencer par nous présenter la Fabrique? Alors, j'ai entendu pas mal de discours sur la coopération entre start-up et grands groupes. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça ne marche pas très bien. C'est-à-dire, on en parle depuis longtemps. Et l'une des raisons pour lesquelles ça ne marche pas extrêmement bien, c'est parce que les temporalités, les objectifs, les façons de travailler sont quand même assez différentes. Et même quand on a une convergence, ça a du mal à prendre parce que les complexités organisationnelles qu'on peut avoir dans des grandes maisons font que si on ne maîtrise pas de fond en comble les process internes, c'est difficile. Et donc la fabrique, elle est née à la fois de se dire comment on réussit mieux la greffe entre les deux, et puis un deuxième constat qui est les banques ont besoin de cette innovation, de cette agilité, de cette énergie qu'il peut y avoir dans les fintechs. Et on parle beaucoup d'open innovation, d'open banking, et dans ce mouvement-là, il y avait cet esprit d'ouverture qui guidait le Crédit Agricole. Et donc on a monté ce qu'on appelle, on n'a pas trouvé de meilleur mot, mais un startup studio, pour justement essayer de bâtir des propositions de valeur qui avaient du sens pour le groupe Crédit Agricole, mais essayer de les bâtir avec une force entrepreneuriale et des gens qui venaient d'ailleurs et avec qui on allait partager la valeur. Comment vous vous intégrez au sein de Crédit Agricole? Comment fonctionne le studio par rapport à la banque? Alors justement, la fabrique a deux missions. Il y en a une qui est de co-construire les solutions. Et donc, quelquefois, on les construit, on va chercher un entrepreneur après. Quelquefois, il y a un entrepreneur qui est là dès le début et on va l'aider à amener un certain nombre d'expertises ou à réfléchir avec lui sur comment on arrive vraiment à leverager la puissance d'un réseau bancaire qui ne fonctionne pas de la même façon. Quand on a des vendeurs sur le terrain, il y a des prérequis pour que ça fonctionne, comment on est dans l'ADN et la stratégie de l'entreprise de façon globale. Donc la co-construction même des solutions, on l'a fait ensemble. Et le deuxième point, c'est une fonction de hub pour justement réussir la greffe que j'évoquais tout à l'heure, d'être capable de parler, de comprendre comment on discute avec la sécurité informatique, avec la conformité, avec la stratégie commerciale qu'on peut avoir, avec tout ce qui relève d'un déploiement dans des réseaux de plusieurs milliers d'agences. Donc tout ça, on a besoin d'un accompagnement et il est bien clair que si on demande à un entrepreneur de prendre toute cette complexité, déjà que nous-mêmes, on a parfois du mal, il y a besoin d'un peu d'aide. On a beaucoup parlé d'open innovation ce matin. Vous qui êtes entre justement l'acteur traditionnel et côté start-upper, comment est-ce que vous, l'open innovation, nourrit votre stratégie d'open banking? Oui, alors il y a déjà une question fondamentale qu'on doit se poser tout à l'heure dans l'interrogation rappelée par Bruno avec les propos de Bill Gates. C'est est-ce que on est en train de faire un rattrapage d'une certaine façon avec le digital et toutes nos faiblesses du passé ressortent et donc on a un petit bond ou un gros bond en avant à faire, ou on est au début d'une accélération où ceux qui ne sont pas capables de prendre la pente risquent d'être très déçus quand ils vont voir qu'en fait le temps s'accélère et l'innovation aussi. Et donc dans ce pari, il faut qu'on arrive à gérer des innovations, je dirais, incrémentales d'amélioration, mais qui nous font défaut, et puis de se projeter peut-être un peu plus dans l'avenir. Et autant se battre avec nos anciens concurrents ou concurrents banques traditionnelles, on se battait avec les mêmes problèmes, les mêmes armes, et puis on avait plutôt tendance à se copier, mais on avait du temps pour le faire. Se copier n'était pas très compliqué parce que l'innovation venait traditionnellement du ministère des Finances. Vous aviez un avantage fiscal, vous sortiez un produit. Il n'y avait pas d'avantage fiscal, il ne se passait pas grand-chose. Là, aujourd'hui, entre les attentes des consommateurs, les fintechs qui mettent en avant des nouvelles innovations, on voit bien que ça ne fonctionne plus. Donc la banque a un choix entre soit croire qu'elle peut toujours tout faire tout seul, soit se dire à un moment on a besoin de s'ouvrir, de tester des choses. Et là, les fintechs nous amènent deux choses. La première, c'est de pouvoir tester rapidement. La deuxième, c'est pouvoir diversifier. Et il y a des choses, on les fera très mal. Donc pouvoir s'appuyer sur des vrais professionnels, c'est une vraie force. On est dans un monde de plus en plus qui est en train de se segmenter entre des producteurs de solutions et des distributeurs de solutions. On l'a un peu oublié, dans la banque traditionnelle, c'est très structuré de cette façon-là.
Les fintechs sont arrivés un peu avec une proposition en se posant des questions. Est-ce que j'ai un modèle B2C? Est-ce que j'ai un modèle B2B? Est-ce que ce que je fabrique, je le vends moi-même? Ça a marché au début, puis quand le métier se professionnalise un petit peu, on s'aperçoit qu'il faut être très fort, et on ne peut pas être très fort partout. Déjà, les banques ont du mal, donc une fintech qui n'a pas forcément les moyens, c'est un sacré challenge. Et donc, de plus en plus, les fintechs se spécialisent sur je suis très fort sur une solution ou je suis très fort sur la relation. Après, une fois qu'on a réussi à remonter la chaîne de valeur dans un sens ou un autre, est possible, mais au début, on a besoin de ça. Et donc, dans le secteur bancaire, on a de plus en plus besoin de se dire qui sont ces producteurs de nouvelles solutions sur lesquels on peut s'appuyer. Et là, on a des choix qui sont est-ce que je suis en architecture ouverte ou je ne suis pas en architecture ouverte? Est-ce que je mets en concurrence mes propres métiers? Je pense que les banques ont d'abord une première évidence, c'est de s'ouvrir sur des nouvelles solutions et voir que les clients ne pensent plus en solutions, en produits, mais pensent en parcours. Et donc, comment on intègre la banque dans des parcours de vie? On parle de façon un peu théorique souvent de banque invisible qui s'intègre dans la vie des gens sans qu'on parle même de produits bancaires. Je pense que l'avenir est là. Le fait de venir dans une agence acheter un produit, ça va être quelque chose, si on se projette dans les 10 ans qu'évoquait Bruno, qui va paraître assez obsolète à un grand nombre de personnes. Justement, les enjeux au niveau de l'expérience client, que ce soit dans le dur ou dans le digital, quels sont-ils? Les innovations? Oui. Pour une banque, il y a deux aspects. Il y a un aspect d'abord de distribution. On a pensé peut-être au début qu'on pouvait avoir d'un côté les agences et de l'autre côté avoir le digital. Donc chacun a un peu investi pas mal sur des devices qui soient sur le web, sur le mobile, maintenant sur les assistants vocaux. On s'aperçoit que la réalité, elle est tout autre. La réalité, c'est que le digital est profond, change profondément les métiers. Et donc c'est une hybridation complète qu'on a à avoir, des expériences, des choses qui commencent dans des réflexions des clients très en amont. Et donc comment on est le partenaire de gens qui ne sont même pas encore clients, c'est des questions qu'on a à se poser pour rendre service à des non-clients avant même qu'ils aient goûté à la banque. Il y a la question fondamentale qui est quand je viens en agence, comment j'enrichis l'expérience. Si je me fie juste à l'expérience de l'humain que j'ai devant moi face au progrès de l'intelligence artificielle, il y a un moment où l'humain sera dépassé. À l'inverse, si on fait confiance qu'à un algorithme, qui va faire confiance à un algorithme pour quand il a un problème, quand il y a des choses compliquées à expliquer, se retrouver. Donc cette hybridation, elle est au cœur de la distribution. Je donnerai juste une illustration. On voit bien que dans d'autres secteurs comme la santé, la disruption va faire que des métiers comme les radiologues ou des métiers très techniques vont prendre un coup et vont devoir se réinventer. À l'inverse, le métier d'infirmière est beaucoup plus compliqué. Pourquoi? Parce que l'empathie, la compréhension de l'autre, pouvoir comprendre ce qui n'est même pas dit, qui est difficile à expliciter, ça, vous pouvez mettre un client devant une interface. S'il a du mal à exprimer exactement son besoin, il a besoin de quelqu'un pour l'accompagner. Les clients gagnent en maturité, mais quand il s'agit de se projeter sur des décisions très structurantes, sur son argent, sur des choses à 20 ans, là, l'humain, en tout cas à vue humaine, a toute sa part. Et pour la deuxième partie de l'innovation, on voit aujourd'hui dans les nouveaux comportements, je pense notamment aux communautés auxquelles on fait partie, à l'immédiateté. On a besoin d'assurance temporaire aujourd'hui. On a besoin de pouvoir assurer un bien particulier pour un usage particulier quand on prête sa voiture. Tout ça, c'est des choses où les banques ne sont pas préparées et les usages sont pourtant là. Donc, est-ce que les banques sont les intégrateurs ou sont intégrées dans ces chaînes de valeur? Alors justement, dans le cadre de l'intégration de services tiers dont vous parliez auparavant, quels sont les enjeux là au niveau de l'expérience client? Alors, l'expérience client, pour revenir à ce que je disais, c'est comment on fait pour que la complexité de la banque ne ressorte pas. Et ça, c'est une question fondamentale. Historiquement, alors qu'on a pas mal investi dans le digital, les NPS qu'on citait tout à l'heure, les indices de satisfaction, n'ont pas vraiment progressé dans les banques. Et ça doit nous amener à nous interroger. L'une des raisons fondamentales, c'est que précédemment, quand vous aviez un problème, vous alliez voir un conseiller de clientèle dans une agence et il traitait le problème. Et donc toute la complexité qu'on pouvait avoir dans nos procédures, dans nos conformités, dans la longueur, vous aviez quelqu'un qui intermédiait ça.
Et s'il n'était pas bon, vous changiez de banque, vous demandiez un autre conseiller, mais c'était son job. Et il était payé pour ça. Et donc, quand les interfaces étaient mal foutues, il avait à apprendre, il avait à se débrouiller. Aujourd'hui, on met dans les mains des clients à travers le digital toute la complexité de la banque. Quand il faut 3 codes et qu'il faut changer pour des raisons de sécurité informatique ces codes extrêmement rapidement, quand les choses ne s'enchaînent pas simplement, parce que c'est la vie de la banque qui est derrière, le client le voit. Et donc, en termes d'UX, on a certes progressé sur les interfaces, elles sont plutôt sympas, et honnêtement, entre des interfaces aujourd'hui de fintech ou des interfaces de banque, il n'y a plus vraiment de différence sur l'interface. Par contre, la réalité procédurale qui est derrière, elle change fondamentalement. Ça veut dire que dans l'expérience client, les banques qui avaient des process en silo ont à réinventer même leur organisation interne par rapport à l'expérience client. Et ça, c'est la génération 2 des progrès des banques en termes d'UX et de CX. Je voudrais, pour conclure, que vous nous parliez des projets que vous avez en cours avec la Fabrique by CA. Je crois qu'il y a 4 projets qui vont être déployés en 2019. Est-ce que vous pouvez les présenter ? Alors, sans aller forcément dans le détail de tous, un exemple, par exemple, sur les associations, qui est un marché qu'on a souvent négligé parce que petit marché vu d'une banque, mais qui est dans un monde où toutes les niches sont travaillées par des nouveaux acteurs, les banques ne peuvent plus rester à l'écart. Donc là, on est en train de travailler une plateforme de services orientée vers les associations, aussi bien les toutes petites que les très grandes. Et les problématiques sont très différentes. La grande, elle est presque dans une logique d'entreprise, mais avec des besoins spécifiques qui ne sont pas couverts par ce qu'on pourrait appeler des ERP traditionnels. À l'inverse, les toutes petites, elles ont un problème, c'est qu'elles vivent sur le volontariat, mais elles se débrouillent. Elles aimeraient bien qu'on améliore les choses, mais elles ne veulent pas payer. Donc, marché compliqué quand vous avez un client qui ne veut pas payer ou qui ne sait pas comment payer parce qu'il considère que ce n'est pas son boulot en tant qu'association de payer un outil de gestion. Et donc, ce qu'on est en train de travailler là, c'est à la fois les services qu'on peut proposer, mais quel est le modèle économique pour pouvoir adresser les complexités que je viens d'évoquer. Donc, je ne peux pas être beaucoup plus concret, mais vous voyez que quand on aborde un sujet, ce n'est pas seulement la solution, mais ça va être l'ensemble de l'expérience qui va jusqu'à la souscription et au paiement, et à ce que j'attends derrière la solution digitale dans les faits. Un deuxième exemple de ce qu'on est en train de travailler, c'est une plateforme pour les professionnels, où on se pose la question du problème du professionnel au moment où il a besoin d'être accompagné. En fait, on s'aperçoit qu'il y a 2 grands moments ou 2 grandes typologies de clients qui sont très mal desservis. C'est les auto-entrepreneurs qui, résultat, ont trouvé dans les néobanques la simplicité et à un prix qui leur correspondait. Et puis deuxièmement, c'est dans la période où les entreprises créent leur entreprise. Et là, ils se posent plein de questions, ils sont très ouverts et ils ne sont pas accompagnés puisqu'ils n'ont pas encore de relation. C'est pour ça que le métier de comptable est le partenaire clé à ce moment-là. Mais le comptable n'a qu'une vision avec un prisme particulier. Donc là, on est en train de réfléchir à comment on est très présent sur cette phase-là. Et on est en train de présenter aujourd'hui et hier, d'ailleurs, des tests grandeur nature avec des clients au Salon des entrepreneurs. Un petit mot peut-être sur la genèse justement de ces projets. Est-ce que vous les avez développés en interne, avec des startups externes? Comment vous avez fonctionné? Alors, on n'a pas de règles. D'abord, vous parliez de 4 projets en un an. C'est compliqué de faire de loi des grands nombres. Donc, on apprend. Nous-mêmes, la Fabrique, c'est une start-up. C'est une start-up qui fabrique des start-up. Au début, on était parti avec des process. Et puis, finalement, la vraie vie, c'est pas ça. On pivote régulièrement. Et donc, on est très ouvert. Donc, quelquefois, les idées, elles viennent de veilles qu'on peut avoir en regardant ce qui a marché à l'extérieur, dans d'autres pays, en se disant, mais est-ce qu'on est capable de copier? C'est pas la peine de partir dans des projets de R&D. Si je reprends Uber a pivoté pendant 3 ans et investi pas mal avant de pouvoir trouver son modèle. Donc, à un moment, quand vous avez des bonnes idées qui commencent à faire leur preuve ailleurs, ça nous interpelle un peu. Il y a le premier point, c'est d'écouter nos clients. Quand tout à l'heure, j'évoquais les problèmes de nos clients. Les problèmes de nos clients, quand on les écoute, en tant que banquier, ils nous parlent de leurs problèmes de banquier. Quand on les écoute en tant que professionnels ou individus, ils nous parlent le problème de leur vie. Et déjà, quand vous prenez le problème comme ça, vous n'arrivez pas du tout aux mêmes solutions. Dans un cas, vous améliorez, vous essayez d'améliorer vos problèmes de solutions bancaires. Dans l'autre cas, vous arrivez vraiment à être orienté sur mais c'est quoi que veulent les gens? Quand je veux une carte de paiement, en fait, je ne veux pas une carte de paiement. Je veux pouvoir payer simplement.
Donc, voilà. Et donc ça amène forcément à prendre les sujets de façon extrêmement différente de la façon dont on le faisait habituellement. Et la force de la fabrique, c'est que comme on n'est pas pris dans la vie de la banque, ça nous permet d'avoir un regard sur la banque elle-même assez distancé. Merci beaucoup, Laurent Darmon. Merci.